Bienvenue chez Radio Asso. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui dans ma nouvelle émission Un temps pour soi, Anaëlle Perrault, spécialiste en fasciathérapeute et praticienne de massage bien-être. Bonjour Anaëlle. Bonjour Ambre. Moi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui en direct sur Radio Asso pour pouvoir parler un petit peu de cet univers dont on entend de plus en plus parler. Bon, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais c'est quoi les fascias? Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs, dire ce qui t'a amené au fascia, ton parcours? On t'écoute. Alors, moi, j'ai commencé d'abord dans le massage bien-être il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et puis, j'ai décidé d'aller voyager et j'ai atterri en Australie où là, j'ai découvert une approche complètement différente de ce qu'on peut faire en France au niveau du massage. Une approche beaucoup plus thérapeutique et qui englobe beaucoup plus que juste les muscles, qui vient parler principalement des fascias et finalement de cet organe absolument fabuleux. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études et en 2018, j'ai été diplômée d'un diplôme en remédial thérapie. Donc vraiment spécialisé de tout ce qui a à voir avec la structure maïofaciale, donc les muscles plus les fascias. D'accord. Ok. Et ensuite, j'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, j'ai beaucoup voyagé en Asie, ce qui m'a permis aussi de découvrir d'autres approches, d'autres techniques. Magnifique. Je suis allée en Inde où j'ai passé un diplôme de yoga et finalement, même si les mots ne sont pas les mêmes, on en vient à comprendre que oui, tout se rejoint bien évidemment. Et je suis de retour en France depuis 4 ans où j'ai décidé de partager cette thérapie absolument magnifique avec dans mon pays, quoi. Génial, génial. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle d'un fascia? C'est quoi un fascia? Comment on l'appréhende? Finalement, l'image la plus simple pour imaginer qu'est-ce qu'un fascia, c'est de prendre l'image d'une toile d'araignée. Et il faut savoir qu'en fait, on a cette structure à l'intérieur de nous. Donc, c'est une structure très fine qui est principalement faite de collagène, d'eau et de sucre et qui relie absolument toutes les structures de notre corps ensemble. Donc, vous avez différents fascias. Il y a les fascias qui vont être au-dessus des fibres musculaires et qui permettent le maintien du muscle. Il y a les fascias qui tiennent nos viscères. Donc, on va parler de ce qui tient nos organes. Il y a les fascias juste sous-cutanés qui sont vraiment en dessous de la peau. Et il y a les fascias, ce qu'on appelle les chaînes de fascia, qui finalement viennent accrocher toutes les structures de notre corps. Et il faut le voir comme sans fascia, on ne tient pas debout en fait. C'est vraiment la structure de notre corps, quoi. D'accord. Et si je ne m'abuse, c'est en réalité, on devrait dire un fascia, c'est ça? On devrait dire finalement un fascia, oui, parce qu'il est relié de toutes parts ensemble. C'est ça, tu parlais de la toile d'araignée. Exactement. Et alors, c'est assez récent quand même. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai entendu au cours des dernières années ce mot que je connaissais pas du tout. Et maintenant, j'ai l'impression que tout le monde en parle. En tant que praticienne psychocorporelle, c'est vrai que tu parlais du yoga, on en parle dans le yoga, c'est ce sur quoi on agit quand il y a des émotions qui sont bloquées. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va voir un fasciathérapeute? Eh bien, l'approche va être différente. C'est un massage en soi, hein, c'est une thérapie. Il y a différentes thérapies, mais en tout cas, pour ma part, un fasciathérapeute va travailler avec la thérapie du toucher. D'accord. Mais c'est une interrogation différente du corps, en fait. On va aller regarder toute cette ligne de fascia pour finalement avoir des réponses et ne pas traiter que l'endroit de la douleur, en fait. De soulager la douleur, mais c'est de regarder toutes ces lignes. C'est vraiment regarder le corps dans son entièreté. Ok. Et pourquoi on va voir un fasciathérapeute? Tu parlais de douleur. Parce qu'on a mal ou pas nécessairement? Souvent, oui, on va prendre la décision d'aller voir un fasciathérapeute parce que les douleurs sont déjà présentes ou parce que des restrictions de mouvement ou parce que tout simplement on est aussi conscient des traumatismes qu'on a vécus et sur lesquels on veut travailler. Et dans ce cas-là, on va pouvoir aller voir un fasciathérapeute. Le fasciathérapeute, il intervient sur le physique, mais il intervient aussi sur l'émotionnel puisque les fascias sont intrinsèquement relié avec le système nerveux et tout ce que votre système nerveux vit, et donc vos traumatismes aussi, vos blessures, vos émotions vont venir se stocker quelque part dans le physique, et dans ce physique, c'est les fascias. Et aujourd'hui, on le reconnaît. Oui. D'accord. Alors c'est vrai que ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a très longtemps qui s'appelle « Le corps a une mémoire », en fait. Le corps n'oublie rien. Et finalement, du coup, quand on va voir un fasciathérapeute, j'imagine que tu fais passer
finalement des traumas, des mémoires traumatiques en intervenant sur cet organe-là, c'est ça? En fonction des symptômes que la personne va me donner, ça va me donner des indications sur ces chaînes de fascia bien spécifiques qui sont des lignes qui partent du haut de la tête et qui vont jusqu'en dessous des pieds. Il y en a plusieurs, donc des diagonales, des devant, des derrière. Et en fonction des symptômes, moi, ça va me donner des indications sur quelle ligne de fascia aller interroger. D'accord. Et entre les symptômes des personnes plus le toucher, moi, j'ai des indications de ce qui se passe au niveau. Les fascias, quand ils sont en bonne santé, ils glissent. Un fascia qui est stressé, qui est blessé, n'a plus de mouvement. Une personne va se plaindre d'avoir des restrictions de mouvement. Et donc, moi, je vais aller interroger ça et libérer le fascia par différentes techniques. Et en général, il y a la libération physique qui se fait. Mais si ça part d'un traumatisme ou d'une blessure émotionnelle, eh bien, il va y avoir aussi la libération émotionnelle qui va se passer. Oui. Donc, en fait, comme la plupart des thérapeutes, quel que soit le moyen, on vient chercher à libérer l'émotion qui est bloquée dans le corps. Exactement. Et les émotions passent par le corps et pas par le mental. Bien sûr. Donc, on n'est pas obligé de mettre du sens derrière. Non, absolument pas. Le plus important, c'est que la libération se fasse. Et ça va forcément avoir un impact sur notre façon d'agir, sur notre façon de penser, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Mais la mémoire n'est plus là. En fait, il n'y a plus la réaction à la mémoire. D'accord. On n'efface pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on efface la réaction. On réinforme le système nerveux et le fascia qu'il n'y a plus raison de voir ça comme un danger ou de ne plus activer cette blessure, en tout cas. D'accord, ok, super intéressant. Donc du coup, ça se passe comment quand on va voir un fasciathérapeute? La séance, elle est sur 1 heure, on pose un objectif, faut compter plusieurs séances. Alors en général, moi je pars toujours du principe que commencer par une séance d'1 heure et demie, ça donne la base en fait, ça donne le temps de pouvoir discuter de ce que la personne veut venir travailler, de ses douleurs, de ses ressentis. 1 heure et demie, ça me permet de venir soulager les zones de douleur, mais bien évidemment aller interroger toutes les lignes des fascias, puisque dans la conception de la fasciathérapie, on va pas aller juste traiter la zone qui a un problème, on va aller traiter toute la ligne de fascia, puisque souvent, sinon, les douleurs vont revenir ou se déplacer sur ces lignes-là. Et même, des fois, un endroit douloureux ne va pas pouvoir être soulagé sur le moment. Mais par contre, si on regarde le corps du concept des fascias, on va pouvoir intervenir sur des zones de la ligne qui vont permettre de venir soulager la zone blessée. D'accord. Ou douloureuse, sans avoir besoin de traiter cette zone-là directement. Donc, vous venez, on en parle, on parle de vos objectifs. Ensuite, il y a le toucher qui va passer. Donc, il y a le soin qui va commencer. Moi, je vais aller interroger par rapport aux symptômes des personnes et par rapport à ce que je trouve. Et derrière, en général, il y a toujours on en reparle de ce qui est sorti de la palpation. Souvent, il y a aussi des choses, du coup, quand je vois un fascia stressé, je me mets à poser des questions plus émotionnelles. Et souvent, il y a des rapports avec ce que les personnes ont pu expérimenter dans leur vie récemment. Et donc, du coup, j'apporte la conscience aussi là-dessus, que le fascia réagit à l'émotionnel. Et donc, du coup, c'est un massage. C'est juste les techniques qui sont différentes. Et bien évidemment, on en reparle ensuite et c'est qu'à la fin du soin qu'on peut déterminer est-ce qu'un seul soin va suffire, est-ce qu'il y en a besoin de plusieurs. Ça va vraiment dépendre de la résistance du fascia. D'accord. Une personne peut réagir très très vite, les fascias peuvent très vite se libérer et dans ce cas-là, une seule session va suffire. Mais quelqu'un qui traîne une blessure, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle, depuis des années, bien évidemment, il va falloir du temps. Le corps, il s'adapte, même aux blessures les plus profondes, il s'y adapte. Et quand on cherche... C'est ça? Ce sont les fameuses cuirasses émotionnelles dont Exactement, on parle? ouais. Et donc, du coup, il va falloir du temps en fonction du temps depuis combien de temps les douleurs sont là. Et bien, du coup, ça peut aussi prendre du temps de libérer. Le fascia, il s'y accroche. Le corps s'accroche à ce qu'il connaît, même si c'est pas bon pour lui. Bien sûr, la zone de confort qui n'est pas si confortable. Exactement. Mais on est des êtres super adaptables. C'est ça. Alors, comment ça se passe? On est habillé, on est nu. Quel type de... Tu parlais de soins, ces massages, est-ce qu'ils se substituent à un traitement médical ou pas?
Pas du tout, hein, bien évidemment. Il est toujours conseillé d'aller voir votre médecin avant de vous diriger vers une fasciathérapeute ou n'importe quelle praticienne bien-être. D'accord, donc c'est en complément. C'est en complément, oui. Ouais. D'accord. Et vous êtes en sous-vêtements. D'accord. Toujours caché de ma vue dans votre intimité. Il peut aussi se pratiquer de différentes façons, vraiment en fonction des pathologies et aussi en fonction de... La personne a besoin d'être confortable. D'accord. Encore une fois, on veut aussi envoyer au système nerveux que tout va bien. Okay. Donc si la personne n'est pas confortable, on ne va pas pouvoir accéder à cette libération. Donc c'est toujours une réadaptation en fonction du besoin de la personne et du besoin de confort de la personne. Mais j'ai besoin de travailler sur la peau. Voilà. J'ai vraiment besoin d'avoir un contact avec le corps pour pouvoir libérer ces fascias, en fait. D'accord. Alors, tu disais en off quelque chose de très intéressant quand on s'est rencontrés. Tu m'as dit, la plupart du temps, on pense qu'une douleur est musculaire. Oui. Et en réalité ? Voilà. Alors là, c'est des grandes avancées de la science en comprenant et en mettant beaucoup plus de recherches sur les fascias. Aujourd'hui, on comprend que finalement, l'innervation se fait à 80% dans les fascias et seulement à 20% dans les muscles. D'accord. Donc souvent, voilà, quand on pense avoir mal aux muscles, eh bien, en réalité, d'où vient réellement la douleur s'il y a 80% des récepteurs de douleur qui sont dans les fascias ? Bien sûr. Les fascias, aujourd'hui, sont reconnus comme un organe, le plus grand organe sensoriel du corps. Aujourd'hui, on sait que cet organe, en plus d'être l'organe sensoriel le plus grand au monde, il est indépendant de lui-même, il a sa propre fonction, il bouge, il se contracte par lui-même. On dit qu'il a une sorte de respiration, de contraction-décontraction, qui est sur une période de 90 minutes. D'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, ça en vient à poser aussi la question de si cet organe à 80% innervé comparé au muscle peut se contracter par lui-même, est-ce que la douleur vient seulement du fascia ? Est-ce que le muscle à l'intérieur est forcément aussi impacté ? Et bien évidemment, non, la réponse est non. Vous pouvez avoir mal au fascia sans avoir mal à ce qui l'enveloppe, c'est-à-dire au muscle ou à l'organe. Et du coup, j'imagine que les kinés, les ostéopathes se forment de plus en plus à ces techniques-là ou pas du tout ? Normalement, oui, nos kinés sont formés sur la compréhension des fascias. À quel point en France ils poussent leur savoir et leur développement ? Je ne peux pas répondre à cette question étant formée à l'étranger. D'accord. Tu t'es formée où, toi ? En Australie. En Australie, ce que tu dis en début d'émission. D'accord. Oui, okay. Et ils sont, beaucoup plus développés là-dessus. Mais de ce que j'entends, en tout cas, et de ce que j'échange, oui, nos kinés et normalement nos ostéopathes aussi sont plus que formés sur la fasciathérapie. Après, est-ce qu'ils décident de travailler de ces façons-là ? Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les écoles poussent ce savoir plus et le développent vraiment ? Alors, quel intérêt, du coup ? Quand on a conscience de ça, Anaëlle, finalement, comment on peut prendre soin de nos fascias de manière indépendante sans forcément se dire « Tiens, je vais voir un fasciathérapeute pour entrer dans cette démarche. » Moi, tu sais, je suis très thérapie brève et rendre l'autonomie aux gens. Comment on peut prendre soin de nos fascias ? Est-ce qu'ils se déforment ? Est-ce qu'ils s'abîment ? Est-ce qu'avec l'âge, tu parlais d'eau, de sucre, est-ce que le collagène peut aider ? Comment ça se passe ? Oui, alors il y a différents facteurs. On va parler d'abord des facteurs qui vont faire que les fascias vont être en mauvaise santé. Donc d'abord, un fascia en bonne santé, c'est un fascia qui est élastique. Donc voilà, c'est un corps qui a bouge. toute son aptitude de mouvement qui est sans douleur. Maintenant, quand le fascia est en mauvaise santé, eh bien là, il y a tous ces déséquilibres qui peuvent se passer. Et ça passe déjà par tout ce qui est mouvement à répétition, va venir impacter la forme du fascia. C'est pas naturel pour lui de faire toujours les mêmes mouvements à répétition. Et donc, du coup, le fascia s'épaissit. Ça, c'est quelque chose qu'il fait naturellement. D'accord. Mais quand il est suractivé, eh bien, il s'épaissit encore plus. Et s'il s'épaissit, eh bien, il y a moins de place pour tout le reste du corps de fonctionner correctement. Et donc, les douleurs et les restrictions vont arriver. Ça prend un certain temps. Le corps est adaptable. Donc, pendant un temps, tout va fonctionner bien. Et puis, un jour, ça commence à se détériorer ou un stress de plus et les douleurs commencent à arriver. Tout ça, ça se construit avec le temps. Tu peux nous donner un exemple de personnes que tu as accompagnées où tu sentais que c'est ce mouvement répété qui a eu une action sur le fascia ? Oui, bien sûr. Les mamans. Les jeunes mamans qui portent leur bébé constamment, elles viennent toujours avec les mêmes symptômes. D'accord. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'est le fait de porter son bébé, toujours du même côté en général. En général, on cède de la hanche. Et donc tout ça, ça vient créer des déséquilibres. Et en général, les symptômes des nouvelles mamans sont toujours les mêmes.
C'est pas étonnant. Je me souviens d'un chiropracteur qui m'avait dit finalement c'est au moment où le bébé se met à marcher qu'on n'a plus besoin de le porter, qu'on devient capable au niveau musculaire de pouvoir enfin le porter. J'ai trouvé ça très drôle. Ouais. D'accord. Ouais. Donc du coup là, ça a vraiment du sens de venir te voir par exemple pour pouvoir réadapter tout ça. Déjà d'en prendre conscience pour le porter différemment. Exactement, oui, bien sûr. On peut réadapter justement en prenant conscience qu'une mauvaise position, une répétition, une position à répétition va venir créer ces déséquilibres. Et bien, comment on peut réajuster? On en parle toujours. Ça fait aussi partie de mes discussions. Quand j'en viens à comprendre que, oui, c'est une maman qui porte son bébé, elle a besoin de porter son bébé et on peut pas lui enlever cette chose-là. Mais comment on peut réadapter les choses? Est-ce qu'on peut, je sais pas, essayer d'intégrer le portage? Est-ce qu'elle peut au moins une fois par jour ou régulièrement changer de côté? Oui, bien évidemment, on va aussi travailler sur qu'est-ce qu'elle peut faire dans sa vie de tous les jours. D'accord. Parce qu'elle va pas arrêter de porter son bébé. Bien sûr. Alors, je voudrais qu'on en revienne à ce que tu as dit juste avant en expliquant que justement, ce tissu, cet organe s'épaissit avec l'âge naturellement. Donc, comment on peut faire si ça devient problématique et s'épaississe trop pour justement faire en sorte que... Je sais pas, il y a un retour à la normale ou peut-être qu'il s'épaississe moins? Alors, ça dépend, encore une fois, voilà, cet épaississement, il est complètement naturel dans le fascia. Et on l'observe tout simplement quand on va se coucher. Pendant plusieurs heures, on ne bouge pas vraiment et donc le fascia s'épaissit. D'accord. Il n'y a pas de problème, le matin, on va se réveiller et puis j'encourage tout le monde à essayer de demain se rendre compte que l'étirement du matin n'est jamais le même que les autres étirements puisque justement, il y a un épaississement du fascia qui se fait. Mais c'est juste quelques heures, donc du coup, on se réveille, on s'étire, on casse tout ça, on casse tout cet épaississement, puis c'est reparti pour la journée. Mais par contre, quelqu'un qui est immobilisé pendant des semaines après une blessure, bien cet épaississement, il est beaucoup plus important. Et là, pouvoir revenir à la normale va être un problème, surtout qu'on ne peut pas enlever les fascias du corps. Étant une structure importante, sans les fascias, on ne tient pas debout. Donc on ne peut pas enlever le fascia. Et là, les thérapies vont être plus lourdes et des fois, on n'arrive pas à revenir à la normale. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup là? Le fasciathérapeute, il peut vraiment il va venir travailler, il va essayer de casser justement toutes ces adhérences qui sont créées, mais en fonction de l'immobilisation, en fonction de la blessure, des fois on n'arrive pas à revenir complètement. Mais en tout cas, on peut soulager, on peut toujours faire en sorte que les résultats soient meilleurs, mais voilà, les résultats vont vraiment être différents en fonction des personnes, en fonction des pathologies, en fonction de pourquoi ils ont été mobilisés, comment ils ont été suivis ensuite. Alors, sur une fracture, justement, est-ce que tu peux intervenir? Est-ce qu'un fasciathérapeute peut intervenir pendant l'immobilisation où il ne faut surtout pas? Ou quelle action de prévention il peut éventuellement mettre en place pour éviter que cet épaississement soit irréversible? Oui, on va pouvoir intervenir presque tout de suite, puisque encore une fois, si on part du principe qu'on n'a pas forcément besoin de traiter la zone impactée pour pouvoir quand même avoir du soulagement, puisque là, on va venir vraiment travailler sur ces chaînes de fascia, ces lignes de fascia. Et donc, tout de suite, même après une intervention chirurgicale, on va pouvoir venir intervenir sur le fascia, sur des zones plus larges. Et ensuite, une fois que, on va dire, la cicatrisation, que les os se sont réparés, bien là, on va pouvoir venir traiter la zone plus proche de la blessure. Mais en effet, c'est important de venir travailler le fascia. C'est important que le mouvement reste. Voilà, même pour vous à la maison, ça veut pas dire porter des poids, ça veut pas dire faire des gros exercices, mais juste rester dans le mouvement. Oui, la clé de tout, qu'on retrouve d'ailleurs dans le yoga. Tu parlais du yoga tout à l'heure, la vie et mouvement chez les Chinois, on disait que tout se rejoint. Exactement. Alors effectivement, j'ai vu des clins d'œil même avec la kinésio, quand tu dis j'interroge le corps pour voir sur quelle ligne il m'emmène. Comment ça se passe? C'est le muscle que tu interroges? Non, c'est vraiment le fascia que j'interroge. Ça, c'est des techniques qui sont apprises, donc c'est dans la palpation, l'expérience avec le temps. Le fascia, comme il est élastique, donc sous les mains, il va y avoir ce mouvement d'élasticité qui se fait, mais un fascia très stressé, très tendu, n'a aucun mouvement. Donc finalement, les mains vont pas du tout bouger. Donc ça donne vraiment des indications du niveau du stress des fascias. D'accord. Et donc de la personne. Et donc, bien évidemment, de la personne. Ça va de soi. C'est le stress de la personne qui crée ces réactions dans le fascia. D'accord. Donc oui. Et au quotidien, du coup, comment prendre soin de nos fascias? Eh bien, tout simplement, il y a des étirements bien classiques, bien spécifiques au fascia qu'on peut faire. D'accord. Le yoga.
Ouais. Il y a aussi ces rouleaux de massage. D'accord. Qui sont vraiment très bénéfiques pour les fascias et qui sont super simples à utiliser. Il suffit juste de se rouler dessus. Et ils aident à préserver l'hydratation des fascias, qui est tellement important. Essentiel. Voilà, on parlait du boire aussi, j'imagine. Boire, bien évidemment. Beaucoup, hein. Exactement. On parlait du collagène, mais l'eau des fascias, c'est 75% d'eau dans nos fascias. Bien sûr. Donc l'hydratation, très importante. Le mouvement garde l'hydratation aussi des fascias. Donc, et on sait que le stress déshydrate. Donc, oui, bien évidemment. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais. Super. On va se retrouver après une courte pause musicale. Merci Anaëlle. C'est passionnant. À tout de suite. What are you doing when your words dry up and you can't even pray what you feel? When your soul is a desert and your lips are dried shut. What are you doing when your eye dries up? When you've ringed your body to tears? Even the Holy Ghost don't come around anymore. Make believe everything's fine and it will show on the video. Make them see what they want and even you could be a hero. What are you doing when you don't size up? When your world begins to distort? When your own reflection wants to take a walk? What are you doing when your doubts pile up? When you're not so sure of your choice? You are frozen, yet even the rocks cry out. Make believe everything's fine and it will show up on the video. Make them see what they want and even you could be a hero. What are you doing when your eye points up? Are you waiting for love to appear? A hero myth with a famous name. What are you doing when it don't show up? Will you take your hope and go home? Or will you find it hidden in your monkey brain? Make believe everything's fine and it will show up on the video. Make them see what they want and even you could be a hero. Show on the video. Make them see what they want and even you could be a hero. On se retrouve après cette courte pause musicale avec Anaëlle Perrault, spécialiste en fascia, fasciathérapeute, praticienne bien-être en massage. Et nous parlions justement des fascias dont on entend de plus en plus parler, qui est un univers incroyable. Alors moi, je me dis, finalement, depuis quand on a découvert ces fascias dont on parle de plus en plus, qui semblent complètement essentiels au bon fonctionnement de la santé, du bien-être et qui semble assez récent finalement, non? Ouais, c'est assez surprenant. Enfin, moi, c'est la chose qui me surprend le plus, c'est que finalement, sans fascia, on ne tiendrait pas debout, on serait juste un tas de chair. Et donc, la médecine ait mis autant de temps à se rendre compte de l'importance des fascias, c'est assez incroyable. C'est un docteur, Xavier Bichat, en 1816, qui en a parlé pour la première fois. D'accord. Et puis, c'est très vite tombé aux oubliettes. Et suite à ça, la médecine a continué à penser que ça ne servait à rien. Il les enlevait. Voilà, tout simplement, quand on faisait des autopsies, quand on continuait à apprendre au niveau de l'anatomie, eh bien on les enlevait. On pensait même des fois que c'était néfaste. D'accord. Et puis c'est revenu, c'est reparti. Et c'est seulement depuis les années 2000 que les médecins aujourd'hui reconnaissent que
waouh, c'est un organe, c'est le plus grand organe sensoriel. Du coup, ça change toute notre perception de comment le corps fonctionne. Et puis, ça veut dire qu'on ajoute un organe à l'anatomie du corps. Donc, c'est pas rien. Qu'on ne peut pas couper, tu disais. Qu'on ne peut absolument pas enlever en réalité. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passait quand on les enlevait en autopsie. Qu'est-ce qui se passait ensuite derrière ce serait sympa à observer du coup. Ou quelle était leur conclusion si, je sais pas, cette partie de corps ne fonctionnait plus, à quelle conclusion ils en allaient, je ne sais pas, ça serait très intéressant de voir plus. Et le premier congrès sur les fascias a eu lieu en 2007. D'accord, c'est vraiment hier, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, on en entend parler partout, quoi. Ouais. Alors, partout, parce que justement, alors moi, passionnée de toutes les thérapies brèves, c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que quand il y a un blocage émotionnel, l'émotion se cache. Quand l'émotion est prisonnière dans le corps, elle se cache, tu me dis si je me trompe, non, mais au niveau des fascias. Ouais. Exactement. Voilà. Ouais. Y a certains spécialistes des fascias, praticiens des fascias, notamment un qui est néerlandais. Lui, il explique qu'il y a 27 zones de peur dans le corps. D'accord. Et que ces 27 zones de peur dans le corps, c'est là exactement où vont venir se loger les blocages. Oh, ok, alors c'est vrai que nous, en médecine chinoise, on parle souvent des peurs qui se logent au niveau des rats, dans les fameux 5 éléments, mais c'est très intéressant. Ouais. Et on sait que les animaux ont tendance à naturellement chasser la peur par des méthodes de tremblement, qui a été repris d'ailleurs par un Italien, la méthode TRE. Ouais. Mais alors, dans les fascias, comment ça se passe pour enlever des peurs, justement? Parce que c'est la face cachée de l'amour. Quand on est dans les peurs, finalement, on a des réactions... par le toucher, par ces différentes techniques du toucher, on va pouvoir venir libérer. Encore une fois, le fascia, c'est un organe, mais il est différent à différentes structures, en fait. C'est un fascia, mais il y a plusieurs fascias dans le fascia. Des lignes. Voilà, exactement. Et les lignes vont être un des plus importants quand, justement, on parle de tout ce qui est trauma, puisque c'est là exactement où ça va venir se loger, avec différentes techniques spécifiques, notamment la thérapie par les points triggers. D'accord. On va pouvoir venir vraiment... trouver finalement les déclencheurs des douleurs. C'est vraiment les points déclencheurs des douleurs. Et souvent, en plus, ce qui se passe, c'est qu'on y vient et là, tout de suite, la personne ressent la douleur qui la gêne. Ok, alors c'est douloureux quand on va voir un fasciathérapeute? Oui, quand les fascias sont pas en bonne santé, oui, en général. Moi, je préviens toujours que mes massages, en fonction de l'état du fascia, ne vont pas forcément être très relaxants. Dans la sensation, c'est pas le but en même temps. Voilà. Mais il le reste quand même, puisque... Pour moi, c'est super important de travailler aussi avec le système nerveux. Si le système nerveux rentre en réaction à ce que je fais, il va envoyer des signaux de danger et je vais plus pouvoir avoir accès à ça. Donc, dans tous les cas, c'est super important quand même de travailler avec le système nerveux, de lui envoyer des messages de repos. Mais ça n'empêche que si le fascia est empreint de douleur, eh bien quand on va trouver ces points déclencheurs, bien souvent il y a la référence de douleur qui nous embête, qui vient, qui souvent est désagréable pour le patient sur la table, mais moi en général je crie victoire. Alors souvent on me dit mais tu aimes me faire mal? Non, pas du tout, mais ça veut dire que moi j'ai un champ d'action. Ça veut dire que si on arrive à les désactiver ces points, eh bien la douleur, la blessure, le message, ce qui a été venu se loger emprunter, dans le corps, se loger dans le corps, va pouvoir juste se libérer. Et bien sûr, et derrière, on n'en parle plus du coup. C'est ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens me disent, après une séance, parce que j'adore, moi je demande juste, ok, dis-moi ce qui s'est passé. Et ce que je peux voir à travers le temps et à travers les continents aussi, c'est que souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, c'est marrant, tu travaillais à cet endroit, et puis j'ai eu cette pensée, j'ai ce souvenir qui est revenu. Et puis, plus la sensation disparaissait dans mon corps, plus la pensée disparaissait aussi. Il y avait un soulagement, finalement, qui se faisait. Mais oui, le corps et l'esprit sont liés, et là, on le retrouve bien. Alors, tu discutes pendant une séance ou c'est après? Alors, en général, ça dépend vraiment du besoin de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de s'exprimer. Ouais. Moi, ce que je leur dis, en général, c'est leur temps à eux. C'est eux qui décident. Est-ce qu'ils ont besoin de parler? Est-ce qu'ils ont besoin de communiquer? Mais en tout cas, je laisse toujours la communication ouverte, surtout au niveau des ressentis. Ouais. Je dis toujours, c'est une sensation de douleur, mais de douleur de soulagement, finalement. Et je dis toujours, cette douleur, elle doit pas être au-dessus de 8 dans vos ressentis. Communiquez avec moi. Mais en général, je vois la réaction du fascia. Le fascia envoie un signal
électromagnétiques. Ça fait un petit peu comme des électrochocs que je vois dans le fascia. Et donc, je vois qu'il réagit à ça. Normalement, je suis capable de déterminer est-ce que c'est OK pour la personne ou pas. Mais je dis toujours, c'est très, très important de communiquer avec moi. Si la douleur en sensation est au-dessus de 8, eh bien... Tu ralentis, on va travailler une autre zone pour que cette zone-là soit plus accessible. On fait une pause. Je leur dis toujours que c'est très important qu'ils gardent le mouvement. C'est-à-dire que pendant une séance, si leur corps leur demande un mouvement spécifique, qu'ils le fassent. C'est en général une réponse du système nerveux qui dit « je veux me réguler, je veux sortir cette information, donc je bouge ». Oui. Logique. Ouais. C'est passionnant. Waouh. Alors, tu parlais des points de trigger, justement. Comment ça se passe au niveau du corps? Si c'est complètement les zones de peur, elles sont réparties dans tout le corps? Ouais. Elles sont réparties dans tout le corps et... Par exemple, on peut parler de la zone des pectoraux, par exemple. Ouais. C'est une zone qui est associée à la peur de se faire blesser encore. Voilà, souvent on a dans nos mémoires les peurs archaïques. Hein. Exactement. Il y a la tristesse aussi qui vient se loger là. Ouais. Exactement. Et donc, physiquement, c'est là où on va le retrouver au niveau des fascias. D'accord. Et alors, justement, tu sais, dans les peurs archaïques, on sait qu'on a tendance, quand on a une peur, à protéger nos organes, donc à se recroqueviller sur soi-même. Et j'imagine qu'au niveau du ventre, ça doit être une sacrée zone. Oui. Justement, quand on parle de déjà le yoga, bien évidemment, on parle toujours de ces zones, de contracter ces zones. Et quand on vient effectuer des manœuvres de fascia, des étirements spécifiques au fascia, cette partie du corps va toujours être connectée. Finalement, c'est vraiment l'embranchement de tous nos fascias. Donc oui, on va prendre qui permet le rayonnement ou pas. On va prendre doublement soin de cette partie du corps. Ouais. C'est là où on vient loger nos peurs de survie. C'est ça. Cette zone-là est aussi encore, si on parle plus spécifiquement d'un muscle qui est le muscle psoas, c'est un muscle qui lui emmagasine toutes nos peurs reptiliennes. Tout à fait. On est vraiment dans le cerveau reptilien. Exactement. Okay. Alors, c'est vrai que en France, on dit toujours, je me souviens d'un ostéopathe qui disait, au même titre qu'on va faire réviser la voiture tous les temps de kilomètres, c'est bien de vous faire réaligner à peu près au moins tous les ans, comme on pourrait aller voir le dentiste, l'ophtalmo, etc. Qu'est-ce que tu conseilles? Tu penses que c'est aussi une thérapie de prévention que d'aller voir un fasciathérapeute Oui, bien sûr. Tous les ans, tous les 6 mois? Qu'est-ce que tu recommandes? Ça va dépendre de vos circonstances. Hein. Quelqu'un qui a un job répétitif, il en aura certainement plus souvent besoin. Et peut-être il ne pourra même pas s'en passer, puisque tant que le mouvement ne sera pas enlevé de sa vie, certainement que l'empreinte dans le fascia, lui, reviendra. Donc on peut le soulager, on peut le maintenir, on peut poser la conscience aussi sur sa douleur. En fait, vraiment, la fasciathérapie permet aussi vraiment de poser la conscience sur notre corps. Quand on vient ressentir toutes ces choses-là, on comprend d'où est-ce qu'elles viennent réellement. Et du coup, ça change notre perception et aussi notre façon de pouvoir en prendre soin. D'accord. Mais une personne qui a une vie plutôt très équilibrée, qui n'a pas un job à mouvement répétitif, qui peut vivre sa vie comme elle le souhaite, elle en aura moins besoin. Mais oui, bien évidemment, le voir comme quelque chose de préventif, c'est super important, puisque quand les douleurs sont déjà là, quand les restrictions sont déjà là, ça veut dire que le fascia est impacté déjà depuis longtemps. Et à tout âge, tu as des enfants? Je peux, oui, tout à fait recevoir les enfants. En général, on dit quand même que les dysfonctions des fascias vont commencer vraiment à se sentir dans la tranche des 27 à 57 ans. Et tu parlais de trauma, justement. Alors, quand un enfant a eu un trauma, est-ce que tu vas le lire dans le corps de l'enfant? J'attendrai quand même qu'il ait un certain âge. D'accord. Voilà, je dirais attendre au moins l'adolescence, puisque j'irai plutôt travailler directement avec le système nerveux dans un premier temps. D'accord. Éviter que ça se loge dans les fascias, en fait. Le premier champ d'action va être d'aller réguler le système nerveux pour éviter que cette chose devienne un trauma. Oui, voilà. Ouais. Ça sera plutôt avec... on dira quand même que la fasciathérapie est aussi un traitement somatique puisqu'on passe par le corps. Mais ça serait vraiment de faire en sorte que, justement, enfant, quand la chose traumatique se passe, on la régule au plus vite pour que justement elle ne se loge pas dans le fascia. Mais oui, on dit qu'une émotion, quand on accepte qu'elle nous traverse, quand on s'identifie pas à elle, ça dure, c'est un courant électrique qui dure quelques secondes, tout au plus quelques minutes. Secondes, quoi. Ouais, c'est fou. Alors ça varie beaucoup selon les recherches, mais oui, c'est dingue parce que finalement, quand on voit, tu parlais de traumatisme, qu'on est capable de garder dans le corps pendant des années et des années et qui vont avoir les répercussions dont tu parlais sur les fascias,
C'est complètement incroyable. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote, sans évidemment citer les autres personnes, mais de libération émotionnelle qui ont été magnifiques pour la personne et en combien de temps? Ouais. Eh bien, j'ai reçu quelqu'un cette semaine, une personne qui était, voilà, exactement, qui était déjà très consciente de son corps, qui est déjà sur un chemin de compréhension du système nerveux. C'est vrai que quand on comprend comment le système nerveux fonctionne, on va comprendre beaucoup plus facilement comment ça impacte les fascias. Donc, cette personne était déjà consciente de tout ça et voilà, sur son chemin d'évolution pour sa santé. Et donc, à un moment donné, voilà, on parlait justement de cette zone au niveau des pectoraux. Et je suis arrivée sur cette zone et j'ai bien senti que ces fascias étaient en souffrance, même dans sa posture. Un fascia contracté va changer la posture de la personne. Et j'ai ressenti, pour moi, le message était, il y a de la tristesse ici. Et je lui ai communiqué. Et en fait, dans la foulée, il y a eu une libération émotionnelle qui est passée par le pleur, qui était très belle. Et j'ai reçu un message hier qui m'a énormément touchée, où justement, elle m'a parlé de ce soulagement qu'elle a, que finalement, les douleurs qui étaient dans ces zones-là, et voilà, si on parle des pectoraux et qu'on vient encore à parler de ces chaînes de fascia, on ne peut pas travailler l'avant du corps sans parler des épaules. Et donc souvent, quand ces zones-là sont contractées, les douleurs, finalement, sont au niveau des épaules. Et ouais, on porte le poids du monde sur les épaules. Hein, le langage français est très imagé. Hein. Et dans son message, elle me disait que c'est la première fois qu'elle sent ce soulagement à ce niveau-là et qu'elle se sent libre dans son corps. En une séance? En une séance. Ouais, génial. Hein, super. Et toi, tu as prévu de la revoir? Tu testes le corps un peu comme en kinésiologie pour savoir si tu as besoin de revoir la personne après? Exactement. D'accord. Et donc, tu disais, bon, ça dépend. Alors que sur une personne qui a besoin, parce que le trauma est très ancien, il y a une cuirasse émotionnelle, est-ce qu'entre 2 séances, tu donnes des clés aux gens pour justement essayer d'avoir une action dessus ou pas? Oui, et surtout, dans un premier temps, une action d'observation. D'accord. Voilà, de voir, de laisser exprimer, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, ce qui se passe dans les jours à venir, bien évidemment, de bien s'hydrater. Et oui. D'éviter de faire des gros travaux pendant cette période-là. Et en général, voilà, une personne qui a besoin d'un soin plus long, enfin en tout cas plus approprié, je vais lui dire en général de laisser entre la première et la deuxième session 1 à 2 semaines en fonction de comment ces fascias ont réagi. D'accord. Et de rentrer vraiment dans cette phase d'observation et de revenir ensuite, puisque si on attend trop longtemps, le fascia, il a une mémoire. Une mémoire de forme, c'est ça? Exactement. Et en plus de ça, voilà, il a la mémoire de son adaptation. Donc, en fait, il s'adapte à un trauma. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Parce qu'autant en thérapie, la plupart du temps, on attend les fameux 21 jours, le temps du changement en PNL. Chez les enfants, on parle plutôt des 40 jours. Et toi, tu dis qu'au contraire, il faut venir rapidement pour conserver cette forme qu'on lui redonne, sa forme initiale, sinon on repart depuis le départ en fait, finalement on repart depuis la session 1 du premier soin, parce que ça peut prendre du temps la libération, et puis ça peut être aussi douloureux dans les jours qui viennent. Donc c'est de jauger à quel point on peut avancer dans le travail session par session pour éviter que la personne ait des symptômes ensuite beaucoup trop lourds, et de jauger ça. Et du coup, voilà, il y a ce temps. Mais moi, je dis toujours, si on attend trop longtemps, eh bien, le corps, il va reprendre ses mauvaises formes. Et donc, du coup, il faut repartir depuis le départ. C'est le désaccordage de l'accord de piano, quoi. Exactement. Alors que finalement, ce qu'on veut, c'est une continuité de la libération. On veut justement, principalement, aller libérer tous ces points triggers pour que finalement, la douleur ou l'empreinte émotionnelle disparaisse totalement. Complètement. Et ça, tu le sens dans les mains, du coup. Quand la personne n'a plus besoin, tu dis là... c'est bon, ça roule en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça exactement, ça glisse. Et en général, le résultat, est-ce que la personne partage, c'est celui-ci, il était très reposant, très relaxant. Ça, c'est le signal que les fascias sont remis en place. Génial. Et il faut combien de temps pour se former, et quels sont les types de profils? Tu ne nous as pas trop parlé de ton parcours avant ça. Alors moi, c'est une école en 2 ans que j'ai fait. En Australie, qui consiste avec beaucoup d'anatomie, beaucoup de compréhension de l'anatomie, beaucoup de pratique. En général, on doit aussi faire des heures en clinique pour pouvoir valider nos diplômes. D'accord. On travaille avec différentes pathologies. On travaille aussi avec des sportifs, donc on se déplace dans nos heures de clinique à valider. Il y a aussi toute une partie avec les sportifs. Ok, donc comme les chiro, en fait, de concert avec des médecins, en fait. Hein.
C'est ça, exactement. Ouais. Et puis on intervient aussi sur des compétitions. Donc ça, c'est aussi très intéressant. C'est d'autres approches. C'est finalement donner une forme au fascia sur un temps court pour qu'il y ait une meilleure performance. Ah d'accord, ok. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que les sportifs, on dit toujours il faut bouger. Mais c'est comme tout dans la polarité. S'il y a trop de mouvements, on peut se blesser, on peut se faire mal en fait. Hein. Oui, exactement. Mais toi, t'interviens sur quoi alors avec les sportifs ? Alors en général, avec les sportifs, quand on est sur une compétition, ils viennent avant. D'accord. Ils ont un temps de préparation en fait où ils passent sur la table et où là on donne des informations par des techniques spécifiques au fascia pour créer de l'espace. Mais c'est un court temps en fait. Ok. Voilà. Et donc du coup ils vont pouvoir partir sur le terrain avec les muscles chauds, tous les tissus myofascial Ouais. détendus et donc ils vont être plus performants. Ensuite, s'ils se stoppent pendant un temps, il faut pas que les tissus refroidissent. Donc nous, on va juste les garder prêts à retourner sur le terrain. D'accord. Et ensuite, pour faire en sorte que la récupération se fasse mieux. Ok, donc il y a vraiment des fasciathérapeutes spécialisés pour les sportifs. On peut, et toi, se dans ta spécialiser formation, derrière, voilà. Tu as participé à ça. Alors, qu'est-ce que tu préfères, toi, finalement ? Accompagner quel genre de... Moi, j'aime beaucoup accompagner tout ce qui est blessure émotionnelle, tout ce qui est trauma, et voir la transformation qui peut se passer, parce que vraiment, il y a une transformation même physique qui se passe. J'imagine, puisque on le voit, hein, Lise Bourbeau a beaucoup médiatisé, a été très médiatisée avec ses fameuses 5 blessures qu'empêche d'être soi-même. Et finalement, les correspondances entre la blessure et la posture. Et toi, du coup, tu es en train de dire que c'est exactement la même chose avec les fascias. Tu le vois dans la posture de la personne ? Dans la posture, mais même dans le rayonnement de la personne. Des fois, il y a des personnes, je les revois quelques temps après, elles ont repris leur vie en main, et il y a vraiment une conscience du corps qui a été apportée, et je les revois et leur visage brille, et c'est souvent ce qu'elles ont en retour de leurs proches. Bah oui, quand on est bien. Alors, tu parlais des femmes enceintes, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un accompagnement ? Parce que j'imagine qu'avec ce ventre qui se déforme tout au long des 9 mois, est-ce que ça va avoir un impact qui peut être compliqué au niveau des fascias, ou est-ce qu'ils se remettent bien C'est important de les accompagner. Le temps de la grossesse, c'est bien. Notre corps est plein d'hormones. Okay, ouais, donc le corps s'adapte. Les fascias, justement, certainement ont beaucoup plus de collagène à l'intérieur pour l'élasticité, puisque le corps est prêt, c'est les hormones qui font ça. Voilà, les femmes ont un corps quand même assez génial, surtout le temps de la grossesse. Ouais. Et donc du coup, le temps de la grossesse, c'est plutôt soulager toute douleur qui pourrait apparaître. Il n'y a pas forcément, on va forcément travailler le fascia pour aider avec ça, mais c'est surtout le après. Oui, travailler et aider le corps à revenir en place, surtout pour les femmes qui ont eu des césariennes. D'accord. Puisqu'on coupe tous les tissus, on coupe les fascias, et donc en coupant les fascias, on coupe les récepteurs au niveau du cerveau aussi. Et souvent, ce qu'on peut observer, c'est que les femmes qui ont subi des césariennes, dans le temps, elles n'arrivent jamais vraiment à réactiver leurs muscles profonds au niveau de leurs abdominaux. Pelvien, ouais. Ouais, exactement. Okay. Et donc souvent, derrière, elles ont des problèmes de dos. Et les fuites urinaires viennent de là ou... Oui, tout ça, c'est dû au fait que la reconnexion des fascias n'a pas été faite correctement. D'accord. Donc, en une séance ou quelques séances, tu peux justement... Ça dépend, encore une fois. Est-ce que la femme vient tout de suite après sa cicatrisation ? Est-ce qu'elle se rend compte de ça des années après ? Ça va prendre forcément plus de temps. D'accord, ok. Hyper intéressant. Génial. Est-ce que tu as d'autres petites anecdotes à nous raconter par rapport à ton activité ? C'est donc systématiquement en individuel, j'imagine. Est-ce que tu animes également des ateliers ? Oui, avec mon mari, on anime des ateliers justement de compréhension du fascia, parce que comme tu dis, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais à quel point on en parle ? C'est un sujet qu'on soulève, mais à quel point on y va plus profondément pour comprendre ce que c'est ? Ça reste à voir, puisque notre savoir est encore minime aujourd'hui, même pour les scientifiques, ça reste encore minime. Avec tout ce qu'on a appris à l'étranger, mon mari est enseignant de yoga aussi. Ah, joli, voilà. Joli couple bien en symbiose. Et dans le mouvement, et donc du coup, lui aussi, il s'intéresse énormément au fascia, et donc sa pratique maintenant est axée principalement là-dessus, sur la régulation du système nerveux, encore une fois, puisque c'est l'une des façons les plus simples aussi d'accéder, surtout à la partie émotionnelle du fascia. Donc vous animez des conférences ? Oui, on anime des conférences. On anime petite actu dans la région ? Alors là, en ce moment,
pas d'actu pour le moment, mais c'est à venir encore. Il y en aura des prochaines qui viendront. Donc, des conférences vraiment sur la compréhension des fascias et du système nerveux. Mais on fait des ateliers aussi plus poussés, justement sur ce qu'on parlait au niveau des étirements des fascias. Qui sont des étirements plus spécifiques que des étirements musculaires. Et donc, on partage ces étirements, on partage ces savoirs pour que les gens puissent l'emmener à la maison. Et commencent à prendre soin de leur fascia par eux-mêmes. Donc là, tu rends vraiment l'autonomie à chacun. Pour nous, c'est super important. Le but, c'est pas que vous ayez toujours besoin de venir voir quelqu'un. C'est de se responsabiliser, c'est de comprendre d'où est-ce que tout ça vient et comment on peut avoir une action dessus par soi-même, bien sûr. Mais génial. Mais écoute, je suis très, très, très contente de t'avoir reçu aujourd'hui sur Radio Asso. Et donc, vous êtes installé dans la région ? On est sur Montauban, oui. D'accord, génial. Donc, si on veut te trouver, on met tous tes liens. Vous avez un site internet, évidemment. On met tous ces liens sous notre vidéo. Et ça serait avec plaisir que je répondrai à toute question. Eh ben, génial. Un grand merci, Anaëlle. Est-ce que tu souhaites partager quelque chose, un petit mot pour la fin ? Le petit mot pour la fin, c'est autorisez-vous à prendre du temps pour prendre soin de vous. C'est important. Tellement.